Alors avec Thierry App et les équipes, on a fait un petit joke comme ça, Michelin, entreprise numérique depuis 130 ans. Façon de rappeler évidemment la date de création de Michelin que tout le monde connaît. Hein. Je ne vais pas faire un lever de main pour savoir qui connaît Michelin dans la salle ou nos audiences online. Il est plus question évidemment avec vous, Yves Cazot et Patrice Cochin, de savoir un petit peu où vous en êtes dans votre transformation. À vous aussi, entreprise maintenant centenaire. Je vais vous présenter d'abord Yves Cazot à ma gauche. Bonjour, vous êtes groupe Chief Digital et Information Officer, donc vous occupez justement vous avez en charge Bonjour. évidemment cette stratégie digitale et on va le détailler avec vous. Et puis Patrice Cochin avec nous, Chief Digital Experience Officer chez Michelin. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Alors, Yves Cazot, on va peut-être commencer ensemble. Rappelons peut-être en quelques mots à quel moment vous avez transformé le groupe, plutôt que le groupe s'est transformé pour justement arriver à être ce qu'on appelle tous une entreprise plateforme. Alors, ce qui est intéressant qu'on a entendu ce matin, c'est qu'on sait tous que software is eating the world. Et je pense que je n'ai pas à expliquer plus. On l'a vu, les expériences clients deviennent définies par le logiciel. Ce qui est nouveau, ce qui s'accélère, c'est l'accélération dans laquelle on est et qui fait que l'adaptation de notre logiciel doit aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on passe des software assets, pour parler anglais, à software flows, faire du flux. Ça a deux conséquences clés. La première, c'est qu'il faut faire ce que font les best in class, et on va y revenir, et être une software-driven company, etc. C'est faire du logiciel en flux, et c'est une autre façon de travailler. C'est ce que explique Ram Charan, qui est un des gourous de la transformation de business. Il dit, ben voilà, si vous ne faites pas ce que font les GAFAM, vous ne serez pas capable de produire le logiciel à la bonne vitesse. Et la deuxième chose, et je pense que Patrice va y revenir, c'est le changement de mindset. C'est que si le monde change aussi vite, alors la séparation entre ceux qui pensent et ceux qui font ne fonctionne plus. Et donc le business c'est de la tech et le tech c'est le business. Et c'est ça qui est une transformation très importante pour Michelin. Moi je suis là depuis 5 ans, et mes deux patrons, Florent Ménégo et Yves Chapeau, maintenant ils sont à 100% dans cette idée que Michelin doit être data-driven et software-driven. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des projets extrêmement intéressants depuis de longue date, d'ailleurs, chez Michelin, on le sait. Patrice Cochin, j'aimerais aussi avoir un petit peu votre retour, vous, sur, depuis que vous êtes en poste chez Michelin, hein, je ne sais pas depuis combien de temps, d'ailleurs, ça fait combien de temps vous Alors, occupez chez Michelin, ça fait pas 130 ans, mais ça fait bien une vingtaine d'années. Et dans le domaine du digital, ça fait déjà 7 ans. Ouais. Voilà. Alors, justement, si on doit donner un petit peu, mettre le curseur là sur entre ce qu'a été, alors peut-être pas, on va pas regarder côté de, voilà, il y a 130 ans, mais entre le moment où Michelin s'est posé des questions sur, s'est attribué justement une direction digitale, et puis ce curseur qu'on doit mettre vers la création de nouveaux business models par le digital, et notamment en intégrant des briques software, vous en êtes où à peu près ? Alors, en fait, on a effectivement démarré il y a 7 ans par une prise de conscience forte que pour atteindre nos objectifs stratégiques, il fallait absolument accélérer dans le domaine de, d'abord, la cohérence de notre vision, donc avoir une vision unifiée au niveau de l'entreprise, puis aussi la mise en place de capacités centralisées, des centres de compétences pour vraiment accélérer dans le domaine de l'engagement avec nos clients, mais aussi pour plus tard aider à transformer nos business models. Et à l'époque, en fait, le groupe s'était fixé 4 priorités, ce qui m'aidera à répondre à votre question. Donc la première, c'était vraiment la vision 360 de nos clients. Donc, ce qui allait avoir un impact très important sur globalement nos programmes de CRM. On avait encore une vision assez fragmentée, assez silotée de nos clients et de nos marchés aussi. Deuxième domaine, la responsabilisation. C'est très important dans la culture du groupe. La digitalisation doit s'accompagner d'une responsabilisation des équipes. C'est parce que j'ai la bonne donnée, la bonne information au bon moment, au bon endroit, que je vais prendre la meilleure décision pour le groupe. Et on est très attaché à la subsidiarité. C'est en faisant ces deux choses-là, meilleure customer centricity, plus grande responsabilisation, qu'on aide à créer de nouveaux business models. Voilà, il faut absolument les deux pour ensuite être vraiment agile et créer ces nouveaux business models. Et puis la quatrième dimension, c'était l'optimisation de nos opérations dans le domaine de l'industrie, de la supply chain, de la R&D, de la collaboration en interne, etc. Évidemment, le digital devait nous aider à faire tout ça. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ben, sur ces grands domaines, on a développé
des capabilities. On a aussi mené des acquisitions importantes. On parle de software compagnie aujourd'hui. On peut faire croître, et on va le voir aussi avec nous tout à l'heure, les talents, recruter, mais on peut aussi acquérir des sociétés qui, à leur tour, deviennent des centres d'excellence. On l'a fait dans le domaine du e-retail pneumatique, on l'a fait aussi dans le domaine des services et solutions, avec des acquisitions majeures en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Europe. Donc voilà, l'accélération est vraiment là. On parle aujourd'hui de plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur ces sujets dans le groupe, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Et puis on parle aussi d'évolution de nos business models. On expliquait hier à Vivatech que dans le domaine de la connected mobility, Michelin est bien présent pour aider à mieux comprendre les comportements de conduite, à aider aussi les constructeurs d'infrastructures à les optimiser grâce à la donnée. Et est-ce qu'il y a voilà, un objectif que vous êtes donné là sur d'ici à Stellantis regarde à 2024. Qu'est-ce que Michelin regarde à 2024? Je crois qu'on regarde à 2030, mais il regarde aussi à 2030, si j'ai bien écouté tout à l'heure. Et on se dit que 20 à 30% du chiffre d'affaires du groupe doit être fait au-delà du pneu. Et donc, au-delà du pneu, c'est forcément très digital. Le digital, on en a beaucoup pour nous aider aujourd'hui à mieux comprendre nos clients et mieux vendre nos pneumatiques. Mais en fait, ça va bien au-delà. Vous savez que Michelin, c'est du pneu, mais aussi des guides, de la cartographie et des solutions connectées, de la mobilité connectée autour du pneu. Alors, quand on a préparé cet entretien, Yves Cazot, vous avez, on parlait du software, et alors vous avez été catégorique. C'est l'excellence software dont il faut parler. Pourquoi? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi d'abord on veut être software-driven. Parce que software-driven, c'est tout de suite. Software company, pour nous, comme l'a dit Patrice, on y va. On va devenir un software company, on va devenir un data company, mais c'est des petits montants de chiffre d'affaires. Alors que l'excellence de nos produits, Patrice l'a dit, nos pneus, nos services, c'est tout de suite, c'est dans le logiciel, c'est la R&D, c'est le manufacturing, c'est partout. Alors une fois qu'on a compris ça, on a trois enjeux. Un qui est vraiment d'être avec les pratiques des meilleurs, hein, c'est DevOps, c'est CI/CD, c'est accéléré, c'est toute cette technologie qui vient quand même de la Californie. La seconde, c'est le craftsmanship. Parce qu'il y a les outils et il y a la pratique. Il y a vraiment le savoir-faire au sens lean Toyota, puisqu'on est dans l'industrie automobile du terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nous disent les gens un peu thought-provoking, c'est que si on est moderne dans ses méthodes, dans son mindset, on fait de l'agile, mais qu'on a un code, vous me passerez l'expression, qui est pas beau, qui est mal fagoté, qui a de la dette technique, on n'est pas agile. L'entreprise peut avoir une stratégie absolument géniale, avec le mot data, software, customer experience. Si la base logicielle qui définit l'expérience, j'ai beaucoup aimé dans les termes d'Amazon, hein, c'est un software defined customer experience. Si votre base software, elle n'est pas d'excellente qualité, tout le reste, c'est du paperware. Ça ne fonctionne pas. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et on va retrouver ce qu'ont dit mes prédécesseurs. On travaille évidemment sur les skills, sur l'excellence, sur la compétence, le learn by doing, et toute cette importance de l'amélioration continue des compétences, donc de la formation. Ça veut dire que vous faites des propositions de mise à jour, non pas logicielles mais humaines, sur peut-être les nouveaux langages. Hein. Amazon d'ailleurs s'intéresse à un nouveau langage programmatique dans la Silicon Valley. C'est votre cas aussi? Vous êtes toujours à l'affût de on fait des choses amusantes. On fait par exemple du Clojure, qui est un langage fonctionnel pour la partie vraiment très interne de contrôle de la BOM, hein, de la Bill of Material dans les usines. On utilise on fait effectivement des expériences. Le plus important, ça va répondre à votre question, c'est comment fait-on pour faire cet upskilling? On laisse aux gens qui codent ou aux gens qui développent la liberté d'expérimenter, d'apprendre. C'est toujours cette idée de learn by doing. Donc c'est très top-down et c'est pas très bottom-up. Et pour vous, vous êtes côté expérience, hein, on le disait, chez Michelin. Ça se retrouve comment, cette exigence dans le software? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que vous voyez la différence entre un code plus ou moins bien codé et un vrai code qui a été vérifié X fois, voilà, certifié, garanti? Je pense que le plus important pour moi, pour les équipes, c'est vraiment l'alignement entre les équipes tech et les équipes business. On en a parlé plusieurs fois ce matin, mais c'est absolument essentiel. C'est ça qui va faire que derrière, en fait, ce que l'on va produire sera à la hauteur des enjeux, de l'expérience qu'on souhaite fournir à nos clients. Et donc, aujourd'hui, sur ce sujet, Yves citait CI/CD, donc Continuous Integration, Continuous Development. Moi, j'ai envie de parler du Continuous Alignment.
Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour être aligné en permanence avec le business et donc avec nos clients? C'est un enjeu absolument majeur. Puis c'est un sujet aussi que j'aime bien. Plusieurs dimensions à ça. L'alignement d'abord sur la vision, sur la stratégie. Donc ça vient de tout en haut. Quand on a des grands programmes de transformation comme celui qu'on a mené sur le CRM, derrière, c'est quand même un alignement des équipes qui est extrêmement important. On va utiliser du SaaS, donc il y a du code pour l'intégration, etc. Mais là, on va vraiment essayer de travailler sur l'alignement au niveau du sponsorship. Et les équipes IT et digital ne sont pas vues comme un centre de delivery. C'est un partenaire pour délivrer une expérience qui soit meilleure à la fois pour les employés qui utilisent ces outils et pour les clients qui vont collaborer en temps réel sur ces mêmes plateformes. Une autre dimension qui me semble importante, là c'était peut-être plus sur l'alignement, mais c'est sur la partie continuous, c'est comment faire que l'ADN des équipes se rapproche en fait. Ce matin on a beaucoup parlé des ingénieurs, et je salue d'ailleurs ceux qui nous regardent en ce moment là, mais il y a aussi la partie commerciale, expérience, marketing. Comment est-ce qu'on fait que effectivement les équipes business soient plus tech? Et c'est très intéressant de voir dans les réunions qu'on a pour suivre les évolutions des équipes, les évolutions de carrière, les next jobs, etc., que dans l'IT, on commence à dire, tiens, ce serait intéressant qu'il aille dans tel et tel business, et que côté business, on dise, cette personne est tout à fait susceptible d'évoluer dans les métiers de l'IT. Donc là, on voit une porosité entre les deux mondes qui fait qu'on va pouvoir, je pense, aussi améliorer la qualité de nos produits, de nos projets, et donc, in fine, la qualité du code. Vous parliez de l'IT, je m'arrête quelques secondes dessus. Est-ce que l'IT accompagne justement l'entreprise, et si oui, comment ce qu'on débat ce matin, c'est-à-dire devenir une software compagnie et qui vendra effectivement toujours des pneus, mais pas seulement, et qui demain va essayer de trouver de nouveaux horizons. Est-ce que vous avez une adhésion de l'IT sur ce nouveau paradigme? Alors, la réponse est oui, et moi j'ai été embauché en tant que patron de l'IT, avec comme vision de devenir le Chief Software Officer de Michelin, mais par étapes. Alors pourquoi j'y tiens particulièrement, même si moi mon affinité elle est vraiment avec le monde du logiciel, c'est parce qu'en fait on délivre des services end-to-end, et tôt ou tard ça va aller depuis de l'informatique embarquée qui est en général dans les métiers, que ce soit à la R&D, que ce soit dans le manufacturing, de l'informatique digitale de plateforme, et puis le cœur, le backbone des services legacy, donc, et tout ça, ça doit fonctionner. C'est-à-dire que quand on a segmenté, on va plus vite, mais tôt ou tard, l'expérience utilisateur, elle est moins bonne, elle est moins pertinente. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse, et oui, l'IT participe à cette ambition software-driven en tant que backbone ou en tant que fournisseur de services. Deuxièmement, on est aujourd'hui dans le monde digital, la plupart d'entre vous nous regardez à distance, on travaille en mode hybride, et donc le rôle des équipes IT chez Michelin, c'est aussi de fournir l'environnement collaboratif à tout le monde, dans tous les métiers, dans tous les pays, et un peu dans toutes les circonstances, c'est-à-dire en entreprise étendue. Et donc de ce côté-là, mes collaborateurs des équipes IT qui font tourner tout ça, ils jouent un rôle clé. Mais je voudrais souligner ce qu'a dit Patrice, parce que je pense que c'est même une idée à retenir, c'est que ce qui définit une software company, c'est tout autant le mindset des gens qui ne font pas de software que ceux qui en font. Parce que sinon, si on se dit le software company, c'est l'affaire des gens qui font du soft, on est dans cette espèce de clivage taylorisé, et en fait, on n'avance pas. Mais comment vous faites en interne pour faire comprendre à ceux qui ne savent pas forcément, ne viennent pas du monde du software, que l'entreprise, elle est software, et elle doit absolument l'être. Comment vous acculturez? Alors, il y a eu de nombreuses initiatives prises depuis plusieurs années là, sur l'acculturation interne, donc à tous les niveaux. Hein. Je comprends ce qui se passe. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la culture, jusqu'à je me forme, et notamment beaucoup autour de la donnée, de nos nouvelles plateformes, etc. Mais plus globalement, je pense que ça tourne aussi autour de la business analyse, donc la capacité des équipes à travailler ensemble dans la compréhension du besoin et à s'aligner autour du client. Moi, je remarque que les problématiques de collaboration qu'on a, c'est souvent quand on oublie, on perd un peu de vue le client. Donc, voilà, regarder ensemble dans la même direction. Et donc, passer du temps sur ces boucles, en fait, retour qu'on a de nos utilisateurs, qu'ils soient internes ou que ce soit nos clients. Donc ça, c'est vraiment un facteur d'amélioration continue, en fait, de la compréhension mutuelle des enjeux des équipes. Et puis, tout à l'heure, on a parlé d'API. Je prendrai cette image pour dire que je pense que c'est important que les équipes digitales techniques exposent leurs pratiques, leurs compétences, leurs solutions
en temps réel et en permanence, parce qu'en fait, on n'arrête pas de faire évoluer ce qu'on est capable de faire pour le business. Comment est-ce qu'on le rend visible pour que le business ait envie de travailler avec ça? Et ça, on ne le fait pas toujours assez bien. Donc voilà, c'est toujours cette notion de continuous alignment qui nécessite une communication vraiment renforcée de part et d'autre, côté business, côté IT. Et Yves Cazot, qu'est-ce que vous avez écouté évidemment les différents témoignages, notamment de vos homologues entre guillemets chez Stellantis. J'aimerais savoir comment ça vous parle, ces retours d'expérience, d'expérimentation, ces partenariats nouveaux avec des acteurs de la tech mondiale. Première question. Deuxième question, vous n'avez pas des choses à faire ensemble avec des activités, entre vos différentes activités? Tout à fait, mais alors je vais le faire à l'envers. Je vais commencer par vous dire ce qui est important, et vous allez voir qu'on va revenir évidemment sur l'importance de l'écosystème et des partenariats. Il y a 3 choses qui sont importantes pour moi pour qu'on devienne une software-driven company. La première, c'est le craftsmanship, c'est vraiment, et c'est pas un diktat qui vient d'en haut, c'est plutôt laisser aux équipes le fait de devenir excellentes dans ce qu'elles font. La seconde, il y a une citation très ancienne de Bill Joy de Sun qui dit « More smart people outside your company than within it ». Il y a plus de gens smart dehors, donc il faut penser écosystème, il faut profiter des SaaS, des partenariats, de l'open source. Il faut vraiment se dire, pour être très bon, il faut faire ses choix. Et ça va m'amener mon 3e conseil, et on va revenir, ça match aussi avec le partenariat. Ce que disent les géants de la tech, c'est « do one thing really, really well », faire peu de choses. Et le conseil que j'essaye de nous appliquer, et qui est très difficile, c'est en permanence comment je peux réduire mon scope. Pourquoi réduire mon scope? Moins j'en fais, plus je peux le faire vite. Plus je peux augmenter le refresh rate. Rappelez-vous ce que nous a dit l'interlocuteur d'Amazon, il faut réduire le product life cycle dans le monde digital. Et il n'y a pas de miracle, pour faire faire les choses plus vite, il faut choisir ses combats. Donc, ça vous fait une réponse à votre question de départ, c'est bien sûr, il faut travailler en écosystème, et bien sûr, il faut travailler en partenariat. Et pour boucler, oui, ce que j'ai vu ce matin, ça donne envie d'ouvrir des partenariats avec les gens qui ont parlé avant. Vous voulez réagir, Patrice, là-dessus, sur parce que déjà aussi ce que vous avez un peu entendu ce matin? Non, mais donc c'est fascinant. On voit que c'est une transformation qui est extrêmement importante pour les acteurs du monde de l'automobile. Michelin, en fait, c'est d'une certaine manière un acteur du monde de l'automobile aussi, mais c'est aussi beaucoup plus large que ça. Comme je disais tout à l'heure, on est aussi dans les expériences de voyage. Donc la notion de partenariat, elle s'étend à tout un autre écosystème aussi. On a un partenariat par exemple avec The Fork, TripAdvisor, autour des informations sur la restauration. Un des enjeux de la software company, c'est aussi d'être capable de s'associer effectivement à ces acteurs de l'écosystème large qui correspond finalement à la raison d'être de votre entreprise. La nôtre, c'est d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, et bien que ce soit dans le domaine du choix de ma navigation avec un via Michelin ou la cartographie Michelin, dans le domaine du choix de mon hôtel avec un tablette hôtel ou de la restauration avec le guide. Voilà, qu'on soit toujours bien présent avec les bons acteurs pour enrichir l'expérience de nos clients partout où nous sommes présents. On peut ajouter qu'on a un partenariat très fort avec l'orateur qui va suivre. Donc j'en dis pas plus, mais on va parler de Microsoft tout à l'heure et on travaille beaucoup avec Microsoft. Ah oui, parce que ce que j'allais vous demander pour finir, est-ce que on peut connaître alors les noms des partenaires avec plaisir, mais au moins la typologie des partenaires futurs de Michelin? Quel type de partenariat vous allez viser dans les années qui viennent pour continuer justement à progresser et être... Je vais commencer, Patrice complétera. Il y a la dimension plateforme technologique enabler, donc en particulier on travaille beaucoup avec Azure, mais plein d'autres. Et puis il y a la dimension écosystème de services, et c'est ce dont parlait Patrice, pour ça que je vais laisser continuer. Nous, avec Via Michelin, avec un certain nombre de visages numériques de Michelin, qui sont pas on n'existe qu'au sein d'écosystèmes d'autres personnes qui ont des expériences digitales, des contenus. Et donc c'est ces partenaires-là qui sont intéressants. Plus on va développer des capacités qu'on exposera, toujours, je suis les propos de Patrick, plus on va aller à la recherche de gens, y compris dans le monde automobile, qui peuvent utiliser ces services, ces compétences ou ces contenus. Le guide Michelin étant un exemple emblématique. On va continuer à développer des partenariats, notamment autour de tout ce qui est connected mobility, pour améliorer les infrastructures routières, pour développer notre aide aussi dans le domaine, par exemple, de l'assurance. Donc il y a tout un tas de domaines liés à la mobilité connectée qu'on va continuer d'explorer, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous donnera des informations plus précises à ce sujet. Mais vous voyez que le champ est très large. Le pneu,
autour du pneu, mobilité connectée, et bien au-delà du pneu, le digital est absolument partout. Et être une software-driven compagnie, c'est vraiment essentiel pour Michelin pour atteindre ses objectifs stratégiques à l'horizon 2030. Eh bien, le message est entendu. Merci beaucoup, Patrice Cochin, Yves Cazot de Michelin d'être venus. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci d'être venus. Alors, Yves Cazot, vous l'avez évoqué, évidemment, le partenaire Microsoft, Microsoft qui est une software compagnie, hein, c'est évident, mais quelle est finalement la recette, en tout cas, qu'on pourrait entendre de Microsoft? Eh bien, c'est justement sur cette avant-dernière séquence qu'on vous propose d'écouter Eric Chagnot, General Manager Cross Industry Solutions de Microsoft, pour nous donner sa définition justement à lui de la software compagnie et ses quelques conseils. On l'accueille. À tout de suite. Merci, messieurs.